dans le square du château, hein, qui tient son nom de l'emplacement du château de Morlaix, qui était en 1594 un château agrémenté et entouré d'une série de 5 bastions qui avaient été construits pour certains tout récemment et qui en faisaient une forteresse assez imposante posée au-dessus de la ville. Alors le maréchal d'Aumont, qui avait réussi à négocier la reddition de Morlaix, en tout cas du centre-ville, facilement, est arrivé ici en face du château le 25 août, a réussi à prendre possession facilement de la ville et se retrouve face à cette forteresse qui est solidement tenue par les ligueurs. Alors le gouverneur de Morlaix, monsieur de Rosampoul, il a disposé une garnison de 200 hommes et il est renforcé de plusieurs troupes qui sont des ligueurs de la région qui doublent quasiment sa garnison. Alors, d'ici, il est à peu près certain de tenir un siège assez conséquent. La forteresse est solide, ça fait 5 ans que les ligueurs y sont installés, et finalement, il est chez lui. Certes, il a dû accueillir des familles de ligueurs quand la ville de Morlaix a été prise par les troupes du maréchal d'Aumont, mais il a réussi à tenir sa forteresse et à la maintenir bien fermée sans que le maréchal d'Aumont puisse s'en emparer. Alors nous voyons parfaitement ce que depuis le château, les troupes du seigneur de Rosampoul, le chef des ligueurs de Morlaix, pouvaient observer de la ville. En face de nous, le plateau du Trégor, d'où sont arrivées les troupes royalistes, et surtout, ici, nous voyons l'église de Saint-Mathieu. Nous voyons qu'ici, du niveau où nous sommes, qui devait constituer le haut des bastions, on est à peu près au même niveau que le haut du clocher. La tour de Saint-Mathieu n'était pas terminée, la flèche n'était pas encore posée ou en construction en 1594. Le maréchal d'Aumont décide d'y installer une batterie. Alors on ne sait pas exactement de quel type d'artillerie il pouvait disposer, un petit canon et quelques mousquets, lui permettant de viser et d'empêcher les ligueurs de tirer sur la ville et de faire des dégâts à ses troupes. À la fin du mois d'août 1594, pendant les échanges de coups de feu et de coups de canon entre le château où nous sommes et ce point de batterie, un artilleur particulièrement adroit du château arrive à envoyer un boulet ou une balle sur le petit canon posé sur la plateforme, au moment exact où il est chargé et prêt à tirer. Bien sûr, le canon explose et emporte avec lui la flèche de l'église Saint-Mathieu qui n'était pas terminée et le haut de la tour. La tour sera reconstruite, terminée, mais la flèche ne sera jamais posée sur le clocher. Deuxième point d'attaque du maréchal d'Aumont dont nous pouvons apercevoir l'emplacement ici, devant nous, une tour de plus de 50 mètres de haut avec une flèche de granit, la fierté des Morlaisiens, la tour de Notre-Dame du Mur. Du haut de cette tour, ou en tout cas de sa plateforme, qui devait être également culminée à notre niveau, donc c'est-à-dire quasiment au-dessus du château, une batterie, des mousquets, qui échangent des coups de feu avec le château tout proche, où nous trouvons. Les Morlaisiens effrayés par les dégâts causés à la tour, en effet cette tour est une dentelle de granit, supplient et obtiennent du maréchal d'Aumont qu'il retire les mousquets de la tour. Petite anecdote intéressante, dans les comptes de l'église Notre-Dame du Mur ont été retrouvés l'achat de toiles de lin, de grandes toiles, qui permettaient aux paroissiens et aux Morlaisiens de venir à l'église, dissimuler derrière ces toiles de la vue du château et de ses soldats. Alors nous sommes ici à l'emplacement d'un des derniers bastions encore visibles du château de Morlaix, de la citadelle,
qui permet de comprendre que pendant le siège, alors que la ville en contrebasse est rendue et est occupée par les troupes royales, les assiégés peuvent à loisir viser soit les soldats du roi qui sont logés en ville, soit les habitants qu'ils considèrent comme des traîtres. Nous sommes donc sur un des bastions le plus avancé, qui se trouvait vraiment tout proche de l'église Notre-Dame-du-Mur, et qui donne ici sur le quartier de Saint-Martin, dont on voit l'église là-haut sur le plateau. Descendant du plateau, 2 rues, qu'on distingue ici le long de mon doigt, et dont on voit que d'ici, on est vraiment tout proche des fenêtres, et qu'on peut voir facilement ce qui s'y passe. Un coup de mousquet bien ajusté pouvait aisément tuer ou blesser un Morlaisien inconscient qui aurait laissé allumer une chandelle pendant la nuit. Voilà. Alors, nous sommes ici à un lieu un peu isolé, un peu à l'arrière du château de Morlaix. Pendant le siège, pendant les 4 semaines presque du siège du château de Morlaix en 1594, je vous ai raconté que les soldats de la Ligue qui vivaient en ville lors de l'arrivée des soldats royalistes sont réfugiés avec femmes, enfants, bagages en urgence jusqu'au château. Profitant de plusieurs sorties qui vont avoir lieu de l'autre côté du château, les assiégés réussissent à faire sortir par la poterne, par ce petit chemin qui est l'emplacement d'une des petites sorties du château qui descend dans la vallée du Quai-Fleuve, les femmes et les blessés lors de plusieurs sorties contre les troupes anglaises et royalistes du maréchal d'Aumont. Alors nous sommes là à un emplacement particulier. Grâce aux archives et aux descriptions de Morlaix au XVIIIe siècle, nous pouvons calculer que c'est exactement ici que se terminait le bastion le plus proche de la ville, juste en haut de ces marches qui descendent vers le centre-ville. À l'époque, bien sûr, les escaliers n'existaient pas, c'était l'emplacement du rempart de Morlaix qui montait exactement jusqu'à la pointe du bastion. Vous voyez comment... Alors nous sommes ici à l'emplacement de l'entrée du château, où se trouve aujourd'hui le collège du château, du même nom. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que le château est posé sur une plateforme au-dessus de la ville, certes, mais qui est lui-même surplombé par cette colline, dont on voit ici la route qui matérialise la route d'accès vers Plourin. Et de cette colline, le mont Relais, qui a donné son nom à la ville de Morlaix, et sur cette colline était positionnée la 3e batterie du maréchal d'Aumont, qui pouvait permettre de faire des feux dirigés vers le château ici, où dans ces arbres se situait le vieux donjon. Et donc entre 2 bastions, nous sommes ici entre 2 bastions, le général d'Aumont a réussi à ouvrir des brèches dans les remparts et les assauts, les sorties se déroulaient donc ici sur ce parking, à l'emplacement de ce parking, de la batterie qui est là, vers les murs du château. Aucune de ces sorties n'ont été décisives et le château a fini par se rendre faute de nourriture et de soutien. Nous sommes ici sur le square du château de Morlaix, d'où le 22 septembre 1594, le château s'étant rendu, le maréchal d'Aumont a pu enfin rentrer. Nous devons à peu près nous trouver à l'emplacement qu'il occupait à l'époque, quand il a découvert enfin Morlaix à ses pieds, avec la volée des cloches en même temps, et qui était le signal enfin de la reddition complète de la ville, château compris. D'ici ensuite, il va pouvoir organiser la reprise du dernier point ligueur de cette partie de la Bretagne qui se trouve être à Crozon, le fort que les Espagnols ont construit pour contrôler l'entrée de la rade de Brest.